je suis un peu le... libéraux, ça voulait dire. Non, c'est vrai que le oui est très majoritaire à HEC, plus de 80%. Je suis un peu le mouton noir d'HEC, on pourrait dire. Alors pourquoi vous êtes pour le non? Qu'est-ce qui vous arrête? Moi, je suis pour le non parce que... Déjà, il y a un gros problème dans cette constitution, c'est qu'on y a mis une partie qui définit les politiques économiques et sociales. C'est partie 3, la fameuse partie 3. Voilà, c'est partie 3. Ce qui, pour moi, n'a rien à faire dans une constitution. Si vous voulez une constitution, pour moi, ça définit un cadre, ça définit des compétences, un partage de compétences. Ça ne doit pas dire quelle doit être la politique pour les 30 ans à venir. Il y a un problème dans cette... Le fait, en fait, quand le titre 3, enfin, la troisième partie de cette constitution, de ce traité, ça reprend juste des dispositions qui existent déjà et qui sont déjà appliquées dans l'Union européenne depuis des années. Oui, j'entends souvent cet argument. Seulement, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple très concret. Par exemple, cette semaine, on a cette fameuse histoire absolument scandaleuse des 9 salariés français de Strasbourg à qui on a proposé d'aller travailler en Roumanie pour 110 € par mois. C'est scandaleux, ça pose évidemment le problème des délocalisations. Simplement, qu'est-ce qu'on nous met dans cette partie 3? Je pense que tu le sais tout aussi bien que moi. Il y a l'article 167 qui interdit toute entrave aux délocalisations. Alors cet article, évidemment, il date pas de cette constitution. Simplement, il pouvait se comprendre en 1957, quand on était 6, il pouvait se comprendre encore en 1995, quand on était 15, quand on était une zone assez homogène, finalement, d'un point de vue économique et social, mais il se comprend plus maintenant, parce qu'il y a eu un détail. Quand même, depuis 2004, on est 25 pays. Bientôt, on sera 27 avec la Roumanie. Cet argument qui tient la route? Moi, je suis pas un vrai spécialiste des délocalisations, mais c'est vrai que de toute façon, je pense que le problème des délocalisations, je le vois pas de la même façon. Je pense aussi, j'ai écouté ton argument, j'ai écouté surtout cette histoire-là. On a beaucoup parlé du textile aussi ces derniers jours. Je me dis, est-ce que nous, au niveau déjà français et après européen, est-ce qu'on a mis les politiques qui étaient en place, qui étaient nécessaires? Donc, selon vous, l'Europe peut nous protéger de ça. On conclut chacun en 10 secondes, les amis. Juste pour revenir sur le textile, il n'est pas question que la France décide seule. Donc, il faut un cadre européen, mais il faut certainement pas qu'elle soit pour le libre-échange intégral comme le prévoit la Constitution. Ça, c'est tuer l'Europe, tuer nos industries. C'est un peu libéral quand même. Très très Dans son émission du 15 décembre 2011, Jean-Jacques Bourdin pose à Louis Alliot une question très claire. Donc elle est élue, immédiatement, elle sort de l'euro. Il s'agit ici d'une question fermée, où il n'est possible de répondre que par oui ou par non. Cependant, Louis Alliot bafouille et élude la question, en arguant qu'il ne faut pas dire n'importe quoi, décrédibilisant au passage cette question pourtant bien légitime que le Front National est, paraît-il, censé défendre. Elle sort de l'euro. Non, pas immédiatement, c'est là que... Oui, mais vous comprenez, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Alors précisez. Rien, nous sommes un État au milieu d'autres États européens, et nous sommes liés à d'autres États européens, nous n'avons jamais dit le contraire. S'ensuit alors la classique ode à l'autre Europe, pour faire croire que leur projet n'est pas de défaire, mais aussi de bâtir, en omettant systématiquement d'évoquer la manière dont ils convaincraient tous les États membres de l'Union européenne, puisque toutes les décisions se prennent à l'unanimité. Il faut donc repenser l'Europe, rebâtir l'Europe. Je pense que des pays européens sont prêts à le faire, et la première chose que ferait Marine Le Pen, c'est de demander un sommet européen pour parler de la reconstruction de l'Europe. Il se borne à dire qu'il faut repenser l'Europe, reconstruire l'Europe, bref, faire une autre Europe qui lave plus blanc que la précédente. La même musique que tous les autres partis depuis plus de 30 ans. Moi, je veux changer l'Europe. Changer l'Europe pour qu'elle soit meilleure. De changer cette Europe-là. Pour changer cette Europe-là. Mais encore. Il faut changer l'Europe. Non, mais il faut la changer. Il faut qu'on change l'Europe. Changer cette Europe. Voter socialiste, c'est changer l'Europe maintenant. C'est-à-dire que si on ne change pas d'abord l'orientation en Europe... Parce que si on ne change pas l'écosystème européen... Alors je le dis ici, l'Europe doit être repensée, l'Europe doit être refondée. Refonder cette Europe. C'est de bâtir une Europe enfin utile. Construire l'Union européenne sur des bases différentes. Et qu'il faut construire une autre Europe. Et donc ce qu'il faut, c'est une autre Europe. Ils veulent une autre Europe. Exiger ensemble une autre Europe. Pour une autre Europe. D'une autre Europe. Pour une autre Europe radicalement différente. Ne dites pas, il ne faut pas dire qu'au fond de ça, nous sommes anti-européens. Nous sommes contre cette Europe-là. Une autre Europe est-elle possible? Outre le fait que l'on nous resserre les mêmes slogans depuis plus de 30 ans, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cette autre Europe n'arrive jamais? Pour réellement changer l'Union européenne, il faudrait changer les traités dans lesquels sont gravés des principes comme, par exemple, les délocalisations, article 63 du TFUE, l'obligation pour les États d'emprunter sur les marchés privés, article 123 du TFUE, ou encore l'orientation des politiques économiques par la Commission européenne, article 121 du TFUE. Comment changer les traités européens? L'article 48 du TUE stipule expressément que toute modification des traités doit être statuée à l'unanimité des 28 États membres. Les 28 gouvernements des 28 pays membres devraient donc tomber d'accord au même moment pour qu'un traité soit modifié. Quelles sont les chances d'avoir 28 gouvernements du même bord politique? Jouons un peu et calculons les chances que les 28 gouvernements des 28 États membres soient, au même moment, de la même couleur politique, droite ou gauche. Si nous ne prenons qu'un État, la probabilité qu'il y ait, à un moment donné, un gouvernement, par exemple de gauche, est de 50%. Si nous prenons deux États, la probabilité que les deux gouvernements soient au même moment de gauche n'est plus que de 25%. Si nous prenons 4 États, cette probabilité chute à 6,25%. Et si nous prenons les 28 États membres de l'Union européenne, la probabilité d'avoir au même moment 28 gouvernements de gauche n'est finalement plus que de 0,0000004%.
Les chances d'avoir l'unanimité sur une vraie réorientation de la politique européenne sont donc équivalentes au mieux à un jour tous les 735 000 ans. À titre d'exemple, vous avez 13 fois plus de chances de trouver les 6 numéros gagnants du loto. Et encore, nous avons pris un cas extrêmement favorable, gauche-droite, qui ne tient pas compte des réelles divergences qui existent entre les différents partis européens du même bord politique. Mais imaginez alors les chances d'avoir 28 Jean-Luc Mélenchon ou 28 Marine Le Pen. Comment sortir de cette arnaque ? Vous venez de voir pourquoi toutes les promesses d'autres Europe ne sont que des mensonges. La seule solution juridique pour sortir de cette arnaque européenne réside dans l'article 50 du TUE, qui permet à tout État membre de sortir sereinement de l'Union européenne. Quel mouvement politique propose cela ? Un seul mouvement politique propose depuis maintenant 7 ans la sortie de l'Union européenne, de l'euro, ainsi que de l'OTAN. Ce mouvement, c'est l'Union populaire républicaine, ou UPR. L'UPR est un mouvement de libération nationale, qui rassemble temporairement les Français au-dessus des clivages gauche, centre, droite, pour rendre à la France son indépendance et au peuple français la souveraineté qui lui a été volée. Pour plus d'informations, retrouvez les conférences, les débats et les analyses de l'UPR sur upr.fr. On demande de réparer cette erreur de l'euro et puis de se concerter pour mettre fin à cette expérience. Ça peut se faire sur plusieurs mois avec nos partenaires européens. Si vous voulez, la question, c'est qu'on fera un référendum. Nous avons dit, comme pour Cameron au Royaume-Uni, un référendum au bout d'un an sur notre appartenance à l'Union européenne. Et d'ici là, renégociation de 4 points fondamentaux. Ils ont signé les traités européens qui l'interdisent formellement. C'est de ça dont il faut sortir, c'est-à-dire remettre la France dans le monde. Cela sortir de l'isolement européen qui est aujourd'hui la coupe de la croissance mondiale. De toute façon, nous organiserons ce référendum. On considère qu'on arrive à une négociation et qu'on est fort en négociation si on a une arme. Et ce que nous voulons, c'est être en position de force, c'est-à-dire avoir des nations fortes, des nations qui contrôlent leurs frontières nationales. Puis un jour, quand on sera aux responsabilités, il faudra éviter d'obéir systématiquement, comme on le fait maintenant à la Commission européenne. Moi, je crois en une France libre, sortie de l'Union européenne, en une France indépendante. Donc oui, il faut sortir de l'Union européenne et ce sera un bienfait pour notre pays. Donc les jours pendant, mettant en œuvre le programme, je mettrai en œuvre l'article 50 du TUE et l'article 13 du TAE, le traité de l'Union européenne et le traité de l'Atlantique Nord. Alors c'est quoi ces articles ? L'article 50 du TUE, c'est le seul article qui permet de sortir de l'Union européenne. Il n'y en a pas d'autre. C'est également le seul article qui permet de sortir de l'euro. Il n'y a pas d'article spécifique dans les traités qui permet de sortir de l'euro. L'article 50 nous dit quoi ? Tout État membre peut décider conformément à ses règles constitutionnelles de se retirer de l'Union européenne. Donc ça veut dire déjà que c'est possible, puisque c'est écrit. L'alinéa 2 dit « L'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen ». Notifie son intention, ça veut dire que c'est une formule juridique. Ça veut dire qu'il va falloir convoquer un conseil des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne et dire « Messieurs, mesdames et messieurs, la France a décidé de sortir de l'Union européenne. L'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait. » Il faut donc, 1, notifier, 2, négocier un accord de retrait. On va voir tout à l'heure ce que c'est que cet accord de retrait. Certains disent « Mais on va vous mettre des bâtons dans les roues. Ça ne sera pas possible de négocier cet accord, les autres États vont l'empêcher. Donc, en fait, ce que vous nous proposez n'est pas sérieux parce qu'on ne va pas pouvoir en sortir. » À quoi je réponds 2 choses. La première chose, c'est qu'est-ce qui vous assure que les autres États voudraient mettre des bâtons dans les roues des Français ? Moi, je fais le pari absolument inverse. On l'a d'ailleurs vu récemment lorsqu'on a appris qu'au Royaume-Uni, le Premier ministre Cameron voulait faire un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Il y a un seul État au monde qui a protesté. Ce sont les États-Unis d'Amérique, qui ont envoyé le secrétaire aux affaires européennes, parce qu'ils ont au gouvernement américain un secrétaire d'État aux affaires européennes. J'ai dit, je redis, je prends la promesse que si nous arrivons au pouvoir, au gouvernement français, il y aura un secrétaire d'État aux affaires nord-américaines. Ah oui. C'est ce qu'on appelle la réciprocité. Si on vient vous regarder ce que vous avez dans votre réfrigérateur, si votre voisine vient vous regarder, vous allez dire, attendez, chère madame, je vais aller voir ce que vous avez dans le vôtre. C'est normal. Donc, moi, ce que je vois, c'est que le seul État qui a protesté, qui d'ailleurs a imposé à Cameron de reporter le référendum, ce sont les États-Unis d'Amérique. Vous imaginez que si les Allemands décident de sortir de l'Union européenne, ou les Polonais, que les Français se disent on va empêcher les Polonais de sortir du mais pas du tout, on s'en fout. Ça, c'est la première remarque que je fais aux gens qui vous disent on va mettre des bâtons dans les roues. Puis la deuxième remarque, c'est surtout, je veux dire, en plus de ça, vous ne connaissez pas le traité parce qu'il y a un alinéa qui est à l'alinéa 3. Les traités cessent d'être applicables à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait, ou à défaut 2 ans après la notification visée au paragraphe 2. Parce que si on n'arrive pas à aboutir à un accord de retrait,
À défaut, ça veut dire au plus, 2 ans après, c'est terminé, on en sort de plein droit. Par exemple, l'accord de retrait devra trancher à partir de quelle date la France cesse de verser de l'argent à l'Union européenne. Il faudra également définir à partir de quelle date les représentants français au Parlement européen cessent leur mandat, nos députés européens. Je rappelle que Jean-Marie Le Pen, par exemple, commence sa 31e année de député européen. Monsieur Le Pen, il va falloir un jour lui dire, ça y est, c'est comme finita la commedia, terminé. Et puis la fille aussi. De la même façon, ce que devient le Parlement européen de Strasbourg. Il n'y a plus de raison, d'ailleurs ça ne pourra plus avoir lieu, que le Parlement se tienne à Strasbourg. Nous établirons également à partir de quelle date les fonctionnaires français employés dans les institutions européennes, les fonctionnaires qui sont à la Commission, les fonctionnaires qui sont à la Banque Centrale Européenne, les fonctionnaires qui sont à la Cour de justice de l'Union Européenne, etc., cessent d'exercer leurs fonctions, etc., etc. Les enseignements de tout ce que je viens de vous montrer sont importants, je crois. Le premier enseignement, c'est que la plupart de ces problèmes techniques devraient pouvoir être réglés dans les 6 mois ou 1 an. Le deuxième enseignement, c'est que tous les points que je viens d'évoquer sont indispensables à régler. Vous en êtes conscient. On ne peut pas sortir de l'Union européenne comme ça. Les parlementaires français qui sont à la Commission, à la Cour de justice, au Parlement, les députés, tous les traités qui sont en cours, et on en fait quoi? Donc c'est extrêmement concret ce que je vous dis. Alors, dans la mesure où c'est indispensable à régler, ça prouve 3 choses. C'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Nous sommes respectueux du droit, mais nous sommes aussi respectueux du bon sens, et nous voulons rester en très bons termes avec les autres pays de l'Union européenne. D'ailleurs, je le dis souvent, c'est la construction européenne qui est en train d'aigrir les rapports entre les peuples. De plus en plus de Français redeviennent anti-allemands. Je ne parle même pas des Grecs, des Italiens, des Espagnols. C'est pour ça que je me réjouis que Nicolas Dupont-Aignan soit le seul candidat parmi les 12 qui pose la question pendant son quinquennat aux Français par référendum de notre appartenance à l'Union européenne. Comment sont choisis les hommes alors? Parce qu'il y a un organisme qui s'appelle la FAF, ça va plaire ça? La French American Foundation, la Fondation franco-américaine, entre autres, qui elle joue un rôle pour le bloc euro-atlantique, mais plus précisément pour les relations franco-américaines, qui a été créée par des élites américaines et françaises, entre autres un certain Jean-Louis Gergorin de l'affaire Clearstream, et qui recrute après sélection des hommes et des femmes qui occupent les postes clés, américains ou français, dans le domaine politique, journalistique, militaire. Alors côté américain, le couple Clinton par exemple. En fait, ce sont des recrues, des poulains qui présentent un profil, dans le bon sens, ambitieux, et qui sont appelés à occuper des postes élevés. D'ailleurs, c'est dans les textes officiels, qui sont recrutés en fonction de leur capacité, dans le but d'occuper des postes élevés. Et côté français, vous avez, on parle de François Hollande. François Hollande est un young leader, recruté dans le cadre de la Fondation franco-américaine. Vous avez aussi Arnaud Montebourg. Juppé. Mais vous avez aussi Alain Juppé. Vous avez eu... Young leader, Alain Juppé, les gars. Oui, Anne Lauvergeon d'Areva, des grands voilà, patrons et il y a d'Avas. une femme qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Emmanuelle Mignon, qui a été, durant la première année, ou les 2 premières années, je ne sais plus, enfin tout au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, sa directrice de cabinet. Donc vous voyez, le cœur même de l'appareil politique français en fait partie, et vous avez entre autres Laurent Wauquiez, Kosciusko Morizet, voilà, enfin bref, de ce qui fait que ça soit la gauche ou la droite, en sachant que ça n'a absolument aucun sens, cette fondation franco-américaine a ses hommes et ses femmes à elle. Voilà. Vous avez aussi, comment on dit, elle a été recrutée en 2001, Nicolas Dupont-Aignan. Mais, attention, il vous a fait un procès, hein, il vous a menacé de procès, il m'a menacé, mais son nom a été enlevé du site internet de la Fondation franco-américaine. Il a demandé parce qu'il me menaçait de poursuite. Mais oui, mais son nom était toujours sur la page. Alors lui, il disait toujours, et il mentait, il racontait des histoires, qu'il avait prononcé uniquement une conférence. Mais c'est pas ça le truc. Pour être young leader, il suffit de lire les textes officiels. Il faut être sélectionné, c'est comme passer un concours. C'est un oral. Il faut remplir le papier officiel. Vous êtes convoqué tel jour, telle heure, et vous êtes retenu si vous apportez des cautions. On dit qu'un celui est intéressant, on le garde. Et c'est comme ça. Voilà. Maintenant, son nom a été enlevé. Mais moi, j'ai le document d'origine, donc je suis un grand sentimental, je conserve. C'est important. Et des fois, ça peut largement aider, surtout dans ce genre de situation. Dupont-Aignan n'est pas sur cette ligne. Dupont-Aignan, il a dit il y a 2-3 semaines, le Frexit c'est une aberration. Vous voyez, on est vraiment très très long. Vous voyez, on est vraiment très très long. Quel est le candidat avec qui on peut parler, qui est le plus proche de nos idées? Et je trouve que c'était Nicolas Dupont-Aignan. Qui est le plus proche de nos idées, et je trouve que c'était Nicolas Dupont-Aignan. Vous voyez, on est vraiment très très long. Plus proche de nos idées, et je trouve que c'était Nicolas Dupont-Aignan. Je suis pas d'accord sur tout, mais le Frexit, on n'est pas en parfait d'accord, tant pis, mais c'est quand même le plus proche. Le Frexit, on n'est pas en parfait d'accord, tant pis. On a soutenu Nicolas Dupont-Aignan, on a ajouté dans son programme, on a enrichi son programme avec un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne pendant le quinquennat. Et ça, il n'y a aucun autre candidat qui pose la question aux Français de l'appartenance à l'Union européenne. Or, cette question est fondamentale. J'ai fait également la profession de foi de Nicolas Dupont-Aignan. J'avais cru comprendre, j'ai eu des gens qui m'ont dit il faudrait que vous appeliez à voter pour monsieur Dupont-Aignan, il a fait alliance avec monsieur Philippot, il propose un référendum sur la sortie de l'Union européenne, etc. Et c'est pas du tout ça, hein. Qu'est-ce que je lis dans la profession de foi? Je lis libérons-nous de la Commission européenne. Ça veut rien dire. Maîtrisons nos lois et notre budget. Bon, c'est gentil, c'est un vœu pieux. Mais qu'est-ce qu'il écrit précisément? Il écrit référendum. Alors c'est là où j'ai cru qu'il allait y avoir référendum pour le Frexit, mais non, pas du tout. Référendum pour remplacer l'Union européenne par une communauté des nations libres et des projets à la carte. Donc ça serait plus l'UE, ça serait la CNLPC, si j'ai bien compris, avec entre parenthèses supériorité du droit français sur le droit communautaire. Enfin, il nous l'a fait à l'envers, là.
C'est pas du tout un référendum pour sortir de l'Union européenne, c'est un référendum pour changer l'Europe, en fait. Il propose un nouveau projet, qui est la communauté des nations libres et des projets à la carte, ce que d'autres appellent l'Europe des nations, etc. Mais un référendum qui portera sur quel projet? Un projet qui aura été débattu avec les 26 autres pays, il faut l'unanimité, comme vous le savez. Donc en fait, c'est un référendum qui débouchera sur rien du tout. J'ajoute que, comme vous le savez, si vous avez bien suivi tout ce que j'ai pu dire, il faut d'abord modifier la Constitution française pour sortir de l'Union européenne. L'article 50 nécessite que ce soit fait conformément aux règles constitutionnelles, et donc un référendum doit passer d'abord pour nettoyer la Constitution française des articles 88 qui ont été introduits sous la présidence Sarkozy pour essayer de rendre plus difficile la sortie de l'Union européenne. Donc voilà. Donc en fait, c'est d'ailleurs tout ce qui est dit. Monsieur Dupont-Aignan propose quand même la sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN, mais la sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN, c'est pas la sortie de l'OTAN. J'ai proposé à Nicolas Dupont-Aignan, à ADLF, que nous poursuivions la belle alliance qu'on a faite aux législatives déjà en 2022, avec succès. On était dans 420 circonscriptions, et la renforcer, la dynamiser. De deux choses l'une. Soit nous réussissons à obtenir des conditions d'adhésion à l'Union européenne révisées pour la France avec un régime d'option que nous n'avons pas mis en œuvre. Par exemple, vous savez que les Danois ont un régime d'option sur les politiques migratoires. On pourrait s'inspirer de cet exemple. Mais ça, c'est très intéressant, sauf qu'apparemment, une fois que ça a été voté, on peut plus revenir sur ces régimes d'opting out. On ne peut plus sortir. Je suis moins sûr que ça. Encore une fois, nous sommes la France et les conditions d'adhésion doivent pouvoir être renégociées. Et moi, j'explique que l'on ne peut pas renégocier sérieusement les traités, puisque les traités européens ont été actés par 28 gouvernements et 28 peuples, et que pour les modifier, il faudrait l'accord de 28 gouvernements, enfin de 27 autres gouvernements et 27 autres peuples, pour modifier de fond en comble les traités, c'est-à-dire cette sédimentation de compromis depuis 60 ans entre des intérêts nationaux divergents. Donc ça n'arrivera pas. Vous savez, Lionel Jospin avait promis en 97 de renégocier les critères de Maastricht, il n'a rien renégocié du tout. François Hollande avait promis en 2012 de renégocier le TSCG, il n'a rien renégocié du tout. Au Parlement européen, comment nos députés ont-ils travaillé? L'œil du 20h a fait les comptes. Quand on est député européen, on partage son temps entre Strasbourg et Bruxelles. Les parlementaires sont en séance plénière 4 jours par mois. Ça se passe dans ce grand hémicycle, à Strasbourg. 4 jours de vote que les élus manquent rarement, sous peine de sanctions financières. Mais le gros du boulot, c'est surtout à Bruxelles. 2 semaines de travail par mois, notamment dans les commissions. Au sein de notre commission. Ici, pas de retenue sur les indemnités. Si le député sèche, personne ne tient les compteurs des présences. C'est pourtant là, comme nous l'explique la présidente de la commission des transports, que se préparent les lois. Le vrai travail, il est en commission, c'est-à-dire assister à toutes les auditions, faire justement la négociation avec les autres partis politiques, travailler réellement le fond des dossiers, et tout ça, ça se fait en commission. Et c'est là que ça se passe. Mais les députés français viennent-ils en commission? Impossible de le savoir sans éplucher les procès-verbaux de toutes les séances. Alors c'est ce qu'on a fait. 2113 procès-verbaux passés au peigne fin. Et voici les résultats. En haut du classement, Dominique Riquet du mouvement radical avec 98% de présence en commission des transports. On retrouve ensuite Karima Deli, suivi de près par le socialiste Éric Andrieux. Nous nous sommes aussi intéressés à ceux qui souhaitent être réélus, alors qu'ils ont participé à moins de 50% des commissions. En bas de classement, Florian Philippot n'a assisté à aucune des 44 réunions de sa commission des pétitions. En bas de classement, Florian Philippot n'a assisté à aucune des 44 réunions de sa commission des pétitions. Nous avons souhaité le questionner sur ses absences. Yannick Sanchez de France 2, je vous ai écrit au sujet de votre présence en commission des pétitions. Je voulais savoir pourquoi vous n'y alliez pas davantage. Moi je milite pour le RIC, monsieur. Vous êtes sûr que vous voulez pas nous répondre? Sur le sujet, nous avons obtenu une absence de réponse. Ensuite, il a essayé de récupérer salement le mouvement des Gilets jaunes en déposant le nom à l'INPI. Et il a collé sur son affiche un pseudo-gilet jaune qui ne représente que lui-même, et qui la veille encore était pour une autre Europe. Naturellement, des choses peuvent être obtenues dans le cadre de l'Europe. C'est une des raisons pour laquelle nous allons à l'élection européenne, parce qu'en tout état de cause, la politique de la chaise vide est une mauvaise politique, et des gens comme M. Asselineau ou M. Philippot qui parlent de Frexit se trompent de scrutin. Nous pensons qu'effectivement, il faudra revenir devant les Français, notamment pour modifier ces traités qui empêchent de développer de grandes politiques. Mais pour les modifier, il faut l'unanimité des pays membres. Et voilà. Donc, du coup, il faudra revenir devant les Français, clairement, pour modifier ces traités. Non, c'est assez rigolo. Juste avant cette alliance de fortune, il avait vu que les sondages le plaçaient largement en dessous de 5%. Alors il a tenté de sauver son cul en proposant 400 000 € à Dupont-Aignan pour être sur sa liste. Comme il s'est fait jeter, en désespoir de cause, il avait proposé 300 000 € à l'UPR en échange de la 3e place sur la liste. Vous voyez, donc on est dans ce rassemblement personnel. À titre personnel, les gens doivent s'interroger. Comment vous vivez? Parce que quels sont vos revenus? Ça n'a rien d'extraordinaire. Moi, j'ai pas de mandat.
Oui, donc vous êtes un professionnel dans... Parce qu'à un moment... Je ne suis pas un professionnel, justement. J'ai créé un mouvement politique qui avait 2000 adhérents il y a 5 ans. Vous n'avez pas de revenu politique aujourd'hui. Vous n'avez pas de revenu politique, donc forcément, pour que vous fassiez un métier de conseil... On se débrouille, on fait quoi? Oui, on se débrouille, ça veut dire quoi? Vous êtes dans quelle activité? Je suis actif à mon propre compte. De conseil? Je fais, oui, conseil, si vous voulez, je travaille, quoi. Mais je travaille, qu'est-ce que vous faites? Une question, qu'est-ce que vous faites? Dans quelle activité? Je fais comme beaucoup de Français en auto-entreprise, voilà, c'est tout. Voilà. Mais dans quel secteur? Mais justement, oui, conseil, et j'essaie de faire en sorte de développer un mouvement politique, et je l'ai fait. Parce que le masque, dans tous les cas, il est indispensable. Il est indispensable pour lutter contre le coronavirus. Il est indispensable pour réussir le confinement dans de bonnes conditions. Les pays d'Asie du Sud-Est, qui depuis longtemps utilisent le masque massivement, nous l'ont montré, c'est très efficace. Depuis hier soir, le Maroc lui-même a rendu le port du masque obligatoire pour tous. Et c'est ce que nous devons faire en France, absolument, pour notamment réussir le déconfinement et pour pouvoir avoir une barrière supplémentaire face au coronavirus. C'est très clair, moi je suis pas là pour demander des miettes. On a lancé une pétition nationale sur le site des Patriotes pour tout rouvrir tout de suite, toutes nos libertés tout de suite, fin du masque obligatoire. Je suis moi d'ailleurs favorable au confinement le plus vite possible total de la population française parce que je pense que l'épidémie est gravissime et que les comportements des uns et des autres ne sont pas assez responsables. Il faut donc aller vers une situation de confinement total à l'espagnole ou à l'italienne. Il faut aller vite. Pourtant, on a eu l'exemple de la Chine, on a eu l'exemple de l'Italie. On a pris beaucoup de retard. Il faut aller dans les heures qui viennent vers un confinement total de la population française avec des règles extrêmement strictes. Ça sera désagréable à vivre, quoique on pourra peut-être en profiter pour se cultiver en lisant. Et puis aujourd'hui, il y a Internet, on peut regarder des séries. Enfin, il y a de quoi s'occuper. On peut travailler par télétravail. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais ça sera quelques semaines. Et puis, ça sera efficace. Sauf qu'au début de la pandémie, il assurait qu'il fallait un confinement général en France pour éviter de nombreux morts. Je ne souhaite pas qu'il y ait de chacun autour de nous, dans nos amis, dans nos familles, des morts, des cercueils, des gens enterrés. Je souhaite qu'on agisse le plus efficacement, le plus redoutablement et le plus vite possible. Il me semble moi évident qu'il faudrait rendre le masque obligatoire pour tous, y compris dans la rue et en particulier par exemple dans les transports publics. Bon, ça y est, je vous l'avais dit depuis des semaines, j'ai fait des vidéos, vous pourrez retrouver tout ce qui est dans mon livre Surréaliste, qui est totalement extraordinaire, Covid-19, l'oligarchie démasquée. Ça les démangeait, ils avaient envie de nous reconfiner depuis longtemps, manifestement, je ne le souhaite pas. Et je vais essayer de faire une vidéo, un dernier cri d'alerte pour qu'ils ne le prennent pas ce choix. Emmanuel Macron va annoncer ce mercredi soir un nouveau confinement national en France. Bon, on va justement faire une vidéo aujourd'hui très précise, très concrète. Je crois que vous allez apprendre beaucoup de choses pour montrer à quel point le confinement est inefficace. Totalement inefficace. C'est fascinant au bon sens du mot. C'est vraiment François Asselineau. Ouais. Mais vraiment. Voilà enfin quelqu'un qui n'est pas tout le temps en train de taper. Il le fait et c'est naturel, il est chef de parti et il n'y a pas de problème, personne ne... Mais enfin quelqu'un qui transmet de la connaissance. Enfin quelqu'un qui prend pas les gens pour des imbéciles et qui transmet de la connaissance. Mais diable que ça fait du bien. Je viens de pas être pris pour un imbécile. Il fait des vidéos qui sont longues, il fait des vidéos qui sont posées. C'est quelqu'un vraiment, je veux dire, qui a une vraie culture, une vraie présence. Il y a vraiment quelque chose d'absolument exceptionnel en termes de culture chez cet homme. Et je veux dire, putain, mais boycottez toutes les autres chaînes, boycottez la nôtre aussi si vous voulez d'ailleurs. Mais bon, on n'en a plus. Mais on n'a plus en plus. Mais vraiment, un François Asselineau apporte vraiment quelque chose, quoi. Et il le dit avec une culture exceptionnelle. On peut ne pas l'aimer, on peut faire, mais je m'en fiche, c'est pas ça le problème. J'ai ni affinité ni animosité à son égard. Je veux dire, je trouve juste qu'il y a une pertinence incroyable. Et enfin, je veux dire, c'est hallucinant. Aucune chaîne pour moi ne lui arrive à la cheville aujourd'hui, en termes de pertinence pour le coup. Il ne s'enferme pas dans une stature, il ne cherche pas à plaire, il cherche à être en vérité. Il a compris que de toute façon, il était boycotté par le système, il a compris qu'il n'avait rien à attendre du système, et donc finalement, il donne, il transmet. C'est exceptionnel. Ne cherche absolument pas à briller, il n'en a pas besoin, parce qu'il brille naturellement. Contrairement aux autres, qui effectivement cherchent à se braquer les projecteurs sur eux. Non mais ceci dit, entre François Asselineau et moi, il n'y a aucun débat. Il n'y a aucun débat sur le fait qu'il est largement plus cultivé que je ne le serai jamais, et il a une culture, et en fait il a ce que j'appelle l'intelligence de la culture. Ou la culture de l'intelligence, ça marche dans les deux sens d'ailleurs. Mais vraiment, je veux dire, c'est... Enfin bref, pas plus de compliments intelligents, mais... Non, c'est rare. Comment jugez-vous la prestation de Marine Le Pen ce soir dans ce débat ? J'ai trouvé excellente et je l'ai trouvée très éclairante. Vous voyez, je peux répondre à un journaliste, faire une émission ou un duplex en disant que Marine Le Pen a gagné le débat haut la main, qu'elle a été formidable, en sachant que je mens. Mais je peux le faire parce que je me dis c'est mon rôle.
Ce monsieur qui a dit devant Bourdin qu'il était le seul à faire pour le Frexit, ce monsieur qui a... Moi, je suis pour le Frexit, je suis clair là-dessus, je suis pour la sortie de l'Union européenne. Vous êtes le seul. Bah, Marine Le Pen. Je suis un peu le seul, oui. Dans la classe politique française, oui. Vous êtes le seul dans la classe politique française, oui. Vous Oui. allez contre Le Pen. Je suis un peu le seul, oui. Dans la classe politique française, oui. Vous êtes le seul dans la classe politique française, oui. Vous allez conduire votre... En sachant que je mens, mais je peux le faire parce que je me dis c'est mon rôle.